Et là, je vois des ambulances défiler, défiler, défiler. Et je me dis que c'est terrible. Chaque 5 minutes, on a quelque chose de plus grave qui arrive encore. C'est probablement la première fois qu'on voit François Hollande aussi grave. Je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai dit arrêtez les rotatives. Le 13 novembre 2015, les journalistes Mathieu Boisseau, Olivier Bois, Nathalie Saint-Cric et Stéphanie Aubert ont couvert les attentats à Paris et Saint-Denis. 10 ans plus tard, ils racontent comment ils ont travaillé cette nuit-là. Vous avez entendu, le stade dans son ensemble a entendu des explosions à proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, 2 très fortes explosions, peut-être même une 3e. Là, les avis divergent. Et c'était vraiment pas un pétard. C'était une explosion, très clairement. Le vendredi 13 novembre, donc c'est un vendredi soir, je suis chez moi avec des amis en train de dîner à la maison. Et à un moment donné, je prends mon téléphone portable, vers 21h30, 21h40, je ne sais plus exactement. Et c'est là que je vois en fait un nombre incalculable d'appels en absence, de textos, de messages, de sources en fait, de policiers. Je dînais avec mes fils et mon mari. Et moi, j'ai vu comme mon fils commençait à s'agiter parce qu'il passait sa vie sur son téléphone et que manifestement ça bougeait sur Twitter. Et comme on avait un précédent avec un certain nombre d'attentats qui avaient pu avoir lieu, et notamment avec l'histoire de Charlie, il m'a dit il y a quelque chose, il a entendu du bruit au Stade de France. J'ai dit ok, on prend l'audition, on se barre. Donc j'ai laissé tout le monde en plan et j'ai foncé dardard à la télévision. Ce soir-là, à Libération, on faisait la dépendaison de crémaillère puisqu'on devait quitter les locaux de la rue Béranger. On avait bouclé le journal assez tôt, en prévision de cette soirée. Et elle avait à peine commencé, depuis peut-être une demi-heure ou 1 heure, quand les gens ont commencé à regarder leur portable avec des rumeurs de tirs près de la place de la République. On avait beaucoup de collègues journalistes qui étaient invités, et notamment toute l'équipe de Charlie Hebdo, qui avait passé près de 8 mois dans la rédaction de Libération après les attentats du 7 janvier. Ce qui fait qu'ils étaient là avec une protection policière à laquelle ils étaient soumises depuis des mois. Et on a vraiment compris aussi que c'était sérieux quand on a vu tous ces policiers qui étaient aussi évidemment à Libération pour les protéger, eux-mêmes très inquiets. J'ai été invité par un copain à une soirée rue de Crussol, c'est-à-dire à 300 mètres du Bataclan. J'y suis arrivé vers 22h à peu près. Et quand je suis entré dans le hall de l'immeuble, il y avait 1 ou 2 copains à moi qui étaient là, en présence de 2 personnes que je ne connaissais pas. Et ces 2 personnes, en fait, c'était des spectateurs du Bataclan qui étaient là au moment des tirs et qui ont réussi à s'enfuir. Mathieu Boisseau, bonsoir, vous êtes en direct, boulevard Voltaire, donc à proximité du Bataclan. Je viens de m'entretenir avec un jeune couple qui sortait du Bataclan, un jeune couple qui comptait donc parmi les spectateurs et qui m'a raconté tout ce qui s'est passé au moment de la fusillade. Ce sont ces 2 personnes que j'ai croisées en fait dans le hall de l'immeuble de l'ami chez qui j'allais en soirée. Je me rappelle bien quand il m'a expliqué ce qui venait de se passer, j'ai un peu une sorte de réflexe de journaliste, c'est-à-dire vraiment d'essayer de mémoriser presque mot pour mot ce qu'il me dit. Et en même temps, ce qu'il raconte, ça donne très précisément la mesure et surtout l'horreur de ce qui s'est passé. Et là, les premières infos ont commencé à arriver. Et tout à coup, j'ai pris conscience que la une qu'on avait envoyée 1h30 plus tôt montrait des gens en terrasse, puisque c'était un événement et une sur la gentrification de Paris, de Marseille, de Brooklyn, et que ce qui venait de se passer concernait des gens en terrasse. Mon seul objectif, c'était que cette une ne sorte pas. Je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai dit arrêtez les rotatives, et c'est surtout la première fois de ma vie, et la seule pour l'instant, où j'ai dit jetez tout ce qui a été imprimé, je ne veux pas voir un exemplaire dans aucun kiosque. En cas de très grosse actu, on peut vraiment compter sur les imprimeurs. Il y a eu 3 attaques donc, dans 3 points différents de Paris, plus des explosions autour du Stade de France. On peut peut-être donner un premier bilan selon une source proche de l'enquête qui fait état actuellement donc, de 39 morts et de près de 80 blessés qui seraient en urgence absolue. On a perdu du temps, bien évidemment, on en perd toujours dans ces cas-là, parce que la télé c'est une énorme machinerie. C'est pas la même chose que la radio, vous arrivez, vous faut tout de suite prendre l'antenne. Là, il faut qu'il y ait de la lumière, c'est aussi bête que ça. Il faut qu'il y ait des techniciens, il faut qu'il y ait des gens derrière les caméras, et puis il faut qu'il y ait des gens devant. Quand j'arrive à France Info,
il y a tout de suite l'effervescence. Tout le monde sait déjà ce qui se passe. On n'a pas du tout confirmation du nombre de victimes à l'intérieur de ce lieu de spectacle. Vous comprenez bien sûr la difficulté de donner des informations qui sont quasiment en temps réel puisque l'assaut a été donné il y a moins d'une demi-heure. Donc on prend des précautions pour parler de ce qui est en train de se passer et de ce qu'on est en train de vivre. Effectivement, dans cet extrait, on voit que je suis prudent à l'antenne. On peut avoir par exemple une information d'une source policière, un policier qui a une information qui nous dit par exemple il y a tant de morts sur les terrasses ou il y a 3 terroristes retranchés au Bataclan. Ça, c'est une première information qu'on peut avoir dans un premier temps, qu'on ne va pas donner dans un premier temps. D'abord parce qu'il faut s'assurer que l'information qu'on a, elle ne mette pas en danger des gens. Ce soir-là, on est quand même en lien permanent avec le ministère de l'Intérieur, avec la préfecture de police, pour vérifier les infos qu'on nous donne aux uns et aux autres de nos sources propres. Mathieu Boisseau, bonsoir, vous êtes en direct, boulevard Voltaire, donc à proximité du Bataclan. Quelles sont les informations dont vous disposez sur donc, cette prise d'otage actuellement dans cette salle de spectacle? On nous demande souvent quelles sont les informations dont vous disposez dans des éditions spéciales comme ça, mais quand on est sur le terrain, on voit, on ressent, mais c'est pas forcément à cet endroit-là qu'on a le plus d'informations. Écoutez, je peux vous raconter en tout cas ce que je vois, à savoir de très nombreux véhicules de la Croix-Rouge qui viennent d'arriver. J'en compte au moins une dizaine juste devant moi. Je me trouve à cet endroit depuis maintenant une demi-heure et nous avons vu également les policiers de la BRI qui tentaient d'intervenir. Nous les avons vus se déployer tout autour du Bataclan. Et là, je vois des ambulances défiler, les brancards qui sortent, les blessés. Et je me dis que c'est terrible. Et dans mon oreillette, j'entends également ces mots de François Hollande qui m'ont marqué, qui dit « c'est une horreur ». Ce n'est pas des mots qu'on a l'habitude d'entendre de la part d'un président. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. C'est probablement la première fois qu'on voit François Hollande aussi grave. Il n'y a pas beaucoup à gloser après ça, parce que tout est dit dans ce qu'il dit. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On comprend à sa tête quand on le connaît un peu, parce qu'il a toujours la réputation d'être quelqu'un qui est un peu rigolard et qu'il a vraiment pris ça dans la figure, et que quand on le connaît, on se dit ça doit vraiment être quelque chose. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire l'état d'urgence en France? L'état d'urgence, c'est quelque chose d'extrêmement grave. On est à la limite de l'état de guerre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des libertés qui sont totalement entravées momentanément. Liberté de circulation, un certain nombre de... Alors, il l'a dit aussi, les contrôles aux frontières. C'est-à-dire qu'on peut, en raison de la situation nationale et du danger pour les personnes, limiter un certain nombre de libertés publiques. Je dois dire que j'ai révisé mes articles sur l'état d'urgence vite fait. Quand on faisait du droit, quand on fait du droit, on vous dit que c'est vraiment pendant des périodes particulières comme la guerre d'Algérie. Je me suis jamais dit avant, mais peut-être parce que je manquais d'imagination, que je connaîtrais un état d'urgence dans ma carrière. C'est au cas où. Et là, effectivement, on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière pour que ce soit aussi rapide le déclenchement. Ce qui a été compliqué, c'est comme Libération, donc qui est près de République, et du Bataclan, et des terrasses qui ont été visées. On a tout de suite un cordon de policiers, en plus des policiers de Charlie Hebdo. Je ne sais pas si c'était des gendarmes mobiles ou des CRS, enfin, mais c'est des hommes en habit comme ça, qui nous empêchent de sortir. Les autres personnes de la direction de la rédaction commencent à négocier avec les policiers pour pouvoir laisser sortir des reporters. Il y a une grande tension ici. Il y a quelques minutes, nous avons vu une mère de famille qui s'adressait aux policiers et qui les suppliait de la laisser passer en direction du Bataclan, car elle expliquait que son fils se trouve à l'intérieur et elle est sans nouvelles de lui. Impossible pourtant, même pour les familles, d'approcher car la situation est extrêmement tendue. Ça, c'était très particulier quand je faisais mes interventions en direct, donc mon métier, et qu'à côté, il y avait des proches de spectateurs du Bataclan qui venaient demander des nouvelles aux forces de l'ordre. On n'a pas envie de les déranger et en même temps, c'est notre place aussi d'être
d'être tout près, en tout cas au plus près possible de ce qui se passe. Je viens d'entendre 12 détonations qui proviennent effectivement de l'endroit où se trouve le Bataclan. S'agit-il de l'assaut? Je ne peux pas vous le confirmer pour l'instant. Ce que je peux vous dire effectivement, c'est qu'il y a eu de très grosses détonations. Nous n'avions pas entendu de coups de feu ou d'explosion depuis 40 minutes. Et en ce qui concerne l'assaut, j'essaie d'être super prudent parce que en fait, on ne sait jamais ce qui se passe à ce moment-là. Je suis pas avec une vue directe sur le Bataclan. Je suis à 150, 200 mètres du Bataclan et devant moi, il y a des arrêts de bus, il fait nuit, il y a des véhicules qui sont stationnés. Donc en fait, je vois pas le Bataclan. J'entends, mais je ne vois pas. Les forces de l'ordre sont en train de découvrir ce qui s'est passé à l'intérieur. Effectivement, on nous parle de bilan extrêmement lourd. Personne ne parle encore de nombre de morts, mais c'est catastrophique ce qui s'est passé au Bataclan ce soir. L'assaut est maintenant terminé. Et c'est effectivement l'un des points absolument catastrophiques du soir. Effectivement, là, je trouve que dans ma voix, je trouve je sais pas comment dire, mais c'est vraiment la prise de conscience de la gravité de la situation et de ce bilan qui est absolument terrible. Et moi, je me souviens de textos que j'ai reçus qui disaient « c'est la guerre, c'est un carnage ». On ne pouvait pas le dire à l'antenne comme ça encore, mais on avait déjà ces remontées de terrain, des impressions de policiers qui étaient eux aussi effarés par ce qui était en train de se passer dans les rues de Paris. Il y a un jeune homme, il s'appelle Frédéric, il ne s'exprimera pas pour l'instant devant notre caméra, on le comprend, il est extrêmement choqué. Il a simplement accepté que je vous raconte ce qu'il a vécu pendant le concert. Il m'a expliqué qu'il se trouvait à l'arrière du public, c'est-à-dire très près de l'endroit où les deux tireurs sont entrés. Tout s'est passé très rapidement. Déjà, il faut partir du principe que c'est pas du tout le bon moment pour interviewer cette personne et qu'elle ne nous est redevable de rien. Il faut poser des questions toutes simples, surtout ne pas retenir les gens trop longtemps parce qu'ils ont autre chose à faire que de répondre à des journalistes. Ce soir-là, personne n'a voulu témoigner et je peux le comprendre. Alors, le journal, il a évolué évidemment au cours de la soirée. On a commencé par une page. Une, c'est 3 choses. C'est une image, un titre et un sous-titre. Au-delà de l'image, on fait d'abord un premier titre et un premier sous-titre avec les éléments qu'on a. Donc évidemment, on est bien obligé de les changer au cours de la soirée puisque malheureusement, le nombre de morts augmente. Et puis petit à petit, les photographes arrivent à approcher des lieux des attentats et les photos commencent à tomber. Côté Libération, eh bien, on a vu au fur et à mesure de la soirée le titre évoluer. On avait d'abord ce carnage à Paris au singulier avant qu'un S soit ajouté dans la version que vous trouverez ce matin dans vos kiosques. Dans ces moments-là, on ne fait pas des titres à la Libé avec un jeu de mots où on oublie tout ça. Et la seule chose qui change entre les 2 éditions, en tout cas au niveau du titre, c'est qu'on rajoute un S à carnage puisqu'il y a plusieurs attentats. Paris se réveille sous le choc. Dans ce kiosque à journaux à 2 pas du Bataclan, carnage, massacre, les gros titres de la presse semblent à peine croyables. J'aimerais dire que c'est impensable, incroyable, mais c'est la réalité. Je pense que le journal print, tel qu'il existe encore, est une forme de repère pour les gens et c'est aussi un moment arrêté. Et contrairement aux médias de flux, sans doute une solennité qui, dans ces cas-là, joue à plein. La France a été victime d'une vague d'attentats suicides. Ça paraît totalement hallucinant de le dire comme ça. On est presque dans une bulle, dans ce petit studio radio, à parler de choses absolument terribles. Quand on sort de là, déjà, il y a une espèce de décompression. Et puis là, on prend encore plus en compte ce qui s'est passé. Mais vu la gravité de l'événement, ça va être l'unique titre de l'actualité pendant plusieurs jours. Pour moi, c'est un journal fait dans l'urgence, même si on a travaillé jusqu'à très tard dans la nuit. Mais cette une, elle n'est pas restée en fait. C'est celle du lendemain qui est restée. Puisqu'on a fait le lendemain une édition dominicale, ce qu'on ne fait jamais. Et d'ailleurs, il n'y a pas de titre à cette une du lendemain, qui n'arrive pratiquement jamais dans Libération. C'est quelque chose, on ne se dit pas qu'on va le voir de son vivant. L'idée que c'est juste on tire dans le tas, on va n'importe où. Et on veut faire peur le plus possible. C'est un état qui m'a rappelé le 11 septembre. Genre, moi, j'étais comme un poisson avant ouvrant la bouche, en regardant les images, en disant mais c'est pas possible. J'avais 24 ans, donc je me dis que c'était jeune quand même pour vivre des moments comme ça, et encore plus en tant que journaliste. Et je considère jamais ça comme des grands moments d'une carrière, dont on n'en retient que l'horreur en fait de ce qui s'est passé ce soir-là.